À la une ce soir. Toutes les radiographies, toutes les AFI que tu peux avoir, ton système hormonal, il se calme. Exclusif Nouveau Info, un coach santé disciple de la mission de l'Esprit Saint accusé de pratique illégale de la médecine. Est-ce que c'est un homme dangereux? Avec toute la connaissance que j'ai, un médecin peut aller se rhabiller, comprenez-vous? Reprise des travaux parlementaires à Québec. Christine Fréchette dévoile ses priorités. Devant nous, on a 5 semaines de travaux parlementaires. On ne pourra pas tout changer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va maintenir la cadence. Puis on va faire le maximum pour les Québécois. Tension dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis menacent d'une reprise des combats. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll or control. Il est 17h. Voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors oui, c'est parti pour cette courte session parlementaire qui va durer seulement 5 semaines. C'est peu de temps pour mener à terme tous les projets de loi qui sont déjà sur la table et faire adopter les nouveaux qui vont bientôt s'ajouter à la liste. Donc, Christine Fréchette a identifié 5 priorités: le coût de la vie, l'économie, les infrastructures, les services et la protection de l'identité québécoise. Jean-François, certains pourraient dire que son discours a une saveur électorale. Oui, parce qu'avec autant de priorités sur sa liste, ça va être difficile de compléter tout ça avant la fin de la session qui est prévue le 12 juin. Donc, on peut penser que c'est un peu sa liste d'épicerie en vue de l'élection également qui a lieu au mois d'octobre. On a plusieurs projets de loi qu'on ramène de la dernière session. En fait, on va tous les ramener, mais on pense notamment à la Constitution, le projet de loi numéro 1 qui a été mené par Simon Jolin Barrette. Il y en a d'autres projets de loi qui reviennent également, mais d'autres qui vont s'ajouter. On pense notamment au projet de loi sur la refonte de la carte électorale. On sait qu'on veut peut-être ajouter 2 circonscriptions pour rebalancer tout ça, parce qu'il y en a 2 qui ont été éliminées. Également, on va y aller avec un projet de loi dès demain sur la protection de l'identité. On va en fin de compte, en quelque sorte, réaffirmer la clause dérogatoire pour protéger la loi 96 sur la protection du français, alors que ça devait être seulement dans 1 an que ce soit fait. Donc, on veut, en quelque sorte, s'assurer que ça va se faire, peu importe le prochain gouvernement. La grande majorité des Québécois, ils veulent protéger le français au Québec. La grande majorité des Québécois veulent aussi protéger la laïcité. On doit donc prendre tous les moyens nécessaires pour protéger le français et la laïcité au Québec. Et ça passe nécessairement par l'utilisation de la clause dérogatoire. Notre nouveau gouvernement espère que tous les parlementaires seront derrière lui pour défendre nos lois, pour défendre les intérêts du Québec. Ici, c'est l'intérêt supérieur du Québec qui est en jeu. Jean-François, en tout cas, s'il y a un projet de loi qui semble faire l'unanimité, c'est celui qui vise à protéger les femmes contre un partenaire violent. Oui, ce qu'on appelle la loi Gabi-Renault, c'est cette femme qui a été tuée par son conjoint qui avait des antécédents. Donc, on veut rapidement y aller. On pensait que ça allait être le premier projet de loi. Ce sera au cours des prochains jours, vraisemblablement. Mais du côté de l'opposition, on semble unanime et tout le monde s'est levé aujourd'hui. La sœur de Gabi-Renault était d'ailleurs dans la salle. Ça a été vraiment un moment très, très touchant. La façon que Christine Fréchette, elle a parlé de sa volonté de prévenir les féminicides, de protéger les femmes. Comme femme première ministre, elle s'y est engagée. Moi, je vais travailler en collaboration. Ça a été vraiment un moment émouvant. Elle a aussi regardé la sœur de Gabi-Renault et c'était un beau moment. Et pour ce qui est de Jean Boulet, on sait, hier, il y avait cette fameuse démonstration où on faisait semblant de couper sa tête avec une guillotine. Il a décidé aujourd'hui de porter plainte. On peut l'écouter. Ça m'a rendu extrêmement sensible. Là, je me suis senti menacé dans mon intégrité. Les gens de ma famille, des personnes autour de moi, c'est sûr que ça a un impact. On ne peut pas admettre des événements de cette nature-là qui incitent à tout ce que vous pouvez imaginer, mais fondamentalement de la violence. Et quand tu es la personne qui est représentée, qui fait l'objet d'une décapitation, ça fait mal. Je te rappelle aussi que le SPVM mène aussi une enquête sur cet événement. Merci beaucoup, Jean-François.
Maintenant, sur la scène internationale, le président Trump estime que le conflit au Moyen-Orient pourrait se prolonger encore 2 à 3 semaines. L'Iran a de nouveau frappé les Émirats arabes unis dans les dernières heures. Lila est là pour nous en parler. Donc, le secrétaire à la Défense affirme pourtant que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Là. Oui, pourtant, donc, il y aurait eu des frappes dans la région. En tout cas, hier, 6 ou 7 bateaux iraniens auraient été coulés par les États-Unis. L'Iran aurait frappé un bateau sud-coréen, également dans les Émirats arabes unis, comme tu disais. Mais ce matin, donc, le ministère de la Défense américaine, qui n'avait peut-être pas la même définition que nous du cessez-le-feu, donc toujours en vigueur selon lui. On va pouvoir l'entendre, mais d'abord, une journaliste a demandé à Donald Trump dans le bureau ovale cet après-midi, mais ça ressemble à quoi le cessez-le-feu version Trump? Dans le fond, eh bien, c'est pas si clair. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. Over. And ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. Donc voilà, j'ai discuté avec un général français pour essayer de comprendre ou d'avoir une certaine définition du cessez-le-feu américain. On peut écouter son analyse. Mais écoutez, c'est le problème de tous les cessez-le-feu. Quand vous avez des cessez-le-feu qui sont déclarés sans qu'il y ait d'accord, comment savez-vous s'il est appliqué ou pas? Le cessez-le-feu a 2 objectifs. Le premier, laisser du temps à la négociation. Le deuxième, renforcer ses moyens. Et quand la négociation, si elle n'aboutit pas, à ce moment-là, on a les moyens pour décider, quand on veut, que le cessez-le-feu est terminé et qu'on passe à une autre phase. Là, parallèlement à tout ça, on apprend que l'Iran met en place une sorte de péage dans le détroit. Oui, l'Iran qui a annoncé donc aujourd'hui, à travers une chaîne nationale, qu'il va y avoir un nouveau mécanisme destiné à réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Donc, ce qu'ils indiquent, sans plus de précision, c'est que les navires, en fait, qui souhaitent transiter par le détroit d'Ormuz recevront un email de l'autorité du détroit. Les navires seront tenus d'obtenir un permis de transit avant de traverser cette voie navigable. Cette information, bien sûr, Marie-Christine, elle n'a pas plu au secrétaire d'État américain qui a offert une conférence de près d'1 heure aujourd'hui quand même. Il parle de plusieurs choses. Pour lui, c'est insoutenable de voir que la communauté internationale ne réagit pas par rapport à ce qui se passe en Iran. Il parle aussi, et je le cite, ce que nous faisons dans le détroit, c'est une faveur pour le monde. Je pense qu'on peut l'écouter. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. This is defensive. So if you hear stories about attacks and launching of firing back and forth, it's not back and forth. We are only responding if attacked first. Et pour terminer, Israël qui s'est dit aussi prêt à déployer toute l'armée de l'air en fait sur l'Iran. Donc cessez-le-feu ou pas, les tensions sont quand même bien présentes. Merci Lila. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à m'écrire par courriel. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme Crave pour voir ou revoir tous nos reportages. On va faire un tour en Alberta maintenant. La pétition pour réclamer l'indépendance de la province a recueilli plus de 300 000 signatures, ce qui dépasse largement les 178 000 non requis pour mettre en place un référendum. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur. Salut Alain. Salut Marie-Christine. D'abord, quelles sont les revendications du groupe qui est à l'origine de cette pétition-là? Bon, la revendication est très simple. Leur pétition se lisait comme suit. L'Alberta devrait-elle cesser de faire partie du Canada et devenir un État indépendant? Rien de moins. Donc, c'est un groupe de citoyens qui profite d'une initiative qui a été mise en place par la première ministre Danielle Smith, un projet de loi qui s'appelle Citizen Initiative Act, qui permettait de diminuer le seuil nécessaire de signature dans une pétition pour demander ce référendum. Donc, ça prenait 178 000 signatures. Ils en ont déposé plus de 330 000, ce qui pousse la première ministre dans ses retranchements. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette pétition-là? Et c'est là vraiment l'enjeu, parce qu'elle se dit non séparatiste, mais elle veut respecter le processus démocratique qu'elle a elle-même, je dirais, plus ou moins enclenché, facilité, on pourrait même dire. Et là, bien, elle est prise avec un autre aspect, c'est qu'il y a des citoyens qui se sont mobilisés pour dire non, nous, on ne veut pas se séparer du Canada. Et ils sont rendus, eux, dans leur cas, à plus de 450 000 signatures. Donc, un enjeu qui est devenu très politique en Alberta. Et naturellement, bien, c'est une façon pour la première ministre, clairement, de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour faire avancer ses projets, particulièrement énergétiques. Mais Alain, la question, quel impact éventuel, évidemment, pourrait avoir un référendum en Alberta sur le Québec?
Bien, c'est clair que ça mobilise les troupes, particulièrement du Parti québécois, les souverainistes qui, eux, regardent ça d'un côté puis se disent, bien, voyez comment le Canada est dysfonctionnel. Il n'y a pas juste nous qui sont mécontents. Donc, ça envoie un message que le Canada devrait être revu différemment et que les provinces ont ce droit-là de pouvoir avancer. Cela étant dit, en Alberta, lorsqu'on regarde les sondages, ça démontre qu'une majorité des citoyens, aimeraient avoir ce référendum, mais c'est plus pour provoquer le fédéral que pour vraiment se séparer. Donc, est-ce qu'ils vivraient ce qu'on a vécu au Québec après nos référendums perdus, où on a eu ce sentiment de perte de pouvoir, d'affaiblissement face au fédéral? C'est ça toute la question qu'ils doivent se poser. Toujours des questions délicates. Très délicates, mais en même temps, ça motive les troupes séparatistes de voir qu'ils ne sont pas seuls. D'habitude, ils regardaient en Écosse. Ce qui se faisait, maintenant, ils peuvent regarder à l'intérieur même du pays. Bon, on va revenir au Québec, justement. Oui. Un mot sur le discours inaugural de Christine Fréchette. Qu'est-ce que tu en retiens? Bien, j'en retiens, honnêtement. On a entendu un peu pas mal les mêmes choses que dans ses 2 premiers discours qu'elle a fait lorsqu'elle était élue chef de la CAQ. Beaucoup de place aux femmes aussi. Oui, beaucoup de place aux femmes. À la fin, on l'a vu, elle a voulu mettre en évidence qu'elle était seulement la 2e femme. Mais en même temps, elle a envoyé un appel de collaboration au parti parce qu'elle voit bien qu'elle n'a pas grand temps. On parle de 5 semaines, mais en réalité, c'est 3 semaines pour faire avancer ces projets de loi. 5 semaines, c'est le temps d'une campagne électorale. Exactement. Donc, elle met la table en ce moment et elle prépare le terrain pour la joute électorale qui va commencer dès cet été. On a hâte. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Bonne journée. 2 enfants ont été gravement blessés dans un accident hier à Québec. Un conducteur de 67 ans fait maintenant face à une accusation de conduite dangereuse causant des lésions. Il s'appelle Daniel Robitaille. Il a des antécédents judiciaires. Il va rester détenu en attendant la suite des procédures. Pendant ce temps, plusieurs dénoncent les problèmes de sécurité dans le secteur. Caroline Dumont. C'est un drame, je dirais, atroce. Par contre, je vois le comportement des automobilistes là, dans le quartier qui ne me rassuraient pas depuis que j'habite le secteur. On se trouve ici où est survenu l'accident en fin de journée lundi. Une collision frontale entre 2 véhicules qui a fait 4 blessés, dont 2 enfants d'âge primaire qui se trouvaient à ce moment-là sur le trottoir. Et au lendemain de la collision, c'est l'incompréhension pour les résidents du secteur et même pour ces 2 résidentes. C'est le drame de trop. C'est un drame incroyable, je suis désolée, mais je ne sais pas combien ça va en prendre pour que les gens réalisent qu'une vie, c'est précieux, puis il faut... tout le monde est responsable. Au bord des chutes, les rues environnantes aussi, là, les gens ralentissent rarement. Là. On remarque que les arrêts sont faits pas toujours convenablement et complètement. Tu sais, moi, ma cocotte, elle a juste 6 ans, puis elle marche le soir avec ses amis. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, elle marchera pas, puis à matin non plus, elle n'a pas marché toute seule, en tout cas. Là. Ce matin, l'un des 2 enfants reposait toujours dans un état critique, mais stable, alors que la vie de l'autre est hors de danger. Il faut préciser que 2 écoles primaires sont situées à proximité du site de l'accident. Le secteur est généralement limité à 50 km/h. Des pistes cyclables bordent également le boulevard des Chutes. Et malgré tout, la sécurité demeure problématique, selon cette brigadière. Quand je viens pour traverser les enfants, souvent, je suis dans le milieu du stop, dans le milieu de la rue plutôt, puis les gens passent pareil. Ça roule tranquillement aujourd'hui, là, parce que vous êtes là, mais en général, ça va très vite. Tout le monde veut de la sécurité routière, mais des fois, les gens nous disent « Ouais, mais changez rien. » Non, on va changer des choses pour protéger notre monde. Puis cet accident-là, il est vraiment malheureux. Vraiment. Ça me rend super triste. Les enfants sur un trottoir devraient être protégés, mais si les gens savent pas respecter les règles, on est mal pris. Puis ça, il n'y a rien qu'une ville pourra faire là-dessus. Rappelons que c'est vers 15h45 lundi que le SPVQ a été appelé à intervenir sur le site de cette violente collision survenue au coin du boulevard des Chutes et des rues Francheville, dans le secteur Beauport. Les voitures étaient assez endommagées. Évidemment, il y avait plusieurs personnes sur place. Là, on parle de presque l'heure de pointe. Donc, il y avait plusieurs piétons, plusieurs témoins, plusieurs individus sur place là, qui sont venus prêter main forte également là, dans l'intervention. Dans les heures qui ont suivi la collision, un des 2 conducteurs, un homme de 67 ans, a été arrêté. Il fait face maintenant à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions. Pour ce qui est de l'enquête sur les circonstances exactes de la collision, elle est toujours en cours. À Beauport, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Je vous parle maintenant de quelques 9000 employés d'Hydro-Québec qui sont en grève. On parle des technologues, travailleurs de métier comme les électriciens, les monteurs et les mécaniciens d'appareillage, entre autres. Ces syndiqués refusent de faire des heures supplémentaires. Les négociations qui perdurent depuis 2 ans n'ont pas réglé les questions de sous-traitance et de flexibilité.
Les examens du ministère approchent, puis on le sait, ça vient souvent avec un petit stress. Alors, pour aider les élèves du secondaire à réviser, le site Alloprof se tourne vers TikTok. Des enseignants vont animer des séances de révision en direct sur la plateforme. Reportage, Elliot Tremblay. Ouais, dans le fond, nous, on est en secondaire 5, donc là, il y a l'examen de français. Final, comme qui va décider si on peut aller au cégep ou pas. Fait que c'est jeudi, c'est dans 2 jours. Fait que c'est un peu stressant. Ouais. Les examens, ça me stresse de fou. Ça me stresse de fou. Ouais, correct. Je veux dire, je pourrais être plus préparé, mais genre, étudier, c'est douter de ses capacités. Les examens de fin d'année s'en viennent pour les élèves du secondaire. Puis pour les aider à réussir, Alloprof va offrir des séances de révision en direct sur TikTok. Je m'appelle Émilie Lalune et j'anime les grandes révisions d'Alloprof. Si tu as envie de passer à travers les matières les plus importantes en compagnie d'un prof, d'avoir des stratégies pour mieux te préparer, tu veux pas manquer ça. C'est assez ludique, il y a des moments d'arrêt, il y a des défis, il y a même des surprises qu'on réserve aux élèves là, qui seront à l'écoute. On a d'ailleurs eu une première édition hier soir. Maintenant, on atteint 10 000 vues là, pour cette première édition. C'est vraiment une belle initiative qu'Alloprof ont mis en place parce qu'ils ont ciblé vraiment comment aller rejoindre les jeunes dans une réalité qu'ils connaissent. C'est vraiment, tout est réuni pour que les jeunes puissent y aller puis utilisent cette initiative-là pour étudier. Je pense que ça pourrait être utile. Puis comme, mettons, les gens qui ont de la difficulté à écouter en classe, ça pourrait leur donner genre une autre manière d'apprendre la matière. Ouais. Si je veux regarder un live, je vais pas regarder un live d'Alloprof. C'est plus ou moins quand je scroll, mais quand je le trouve, je reste pour un bon 30 minutes pour quand même en prendre en tête qu'est-ce qu'il dit. Mais Alloprof, c'est sûr que c'est vraiment bon. Là. Moi, j'utilise pas beaucoup, mais je sais que c'est le premier recours là, quand il n'y a pas de prof puis t'as pas nécessairement quelqu'un qui peut t'expliquer. Mais je serais curieuse d'aller voir pour de vrai. Ouais. Honnêtement, non. Non. Ben, personnellement, moi, il me faudrait une personne à côté de moi qui me parle et qui m'explique les choses en détail. L'initiative a pour but d'être accessible et motivante pour les jeunes. Puis sur papier, c'est une excellente idée. Mais il y a quand même quelques bémols. Oui, t'es à un swipe près de faire autre chose que ta période d'études. Ça reste un adolescent qui a un appareil dans les mains extrêmement divertissant, mais la tendance naturelle va être d'aller chercher du plaisir rapide, sans effort, ce que la plateforme est exactement conçue pour faire ça. On veut pas du tout se substituer aux enseignants, au travail qui est fait en classe. C'est vraiment un complément qui permet aussi aux parents là, qui sont pas toujours au courant de tous les détails qui concernent les épreuves. Là. C'est la 2e année où Alloprof diffuse des séances de révision sur TikTok. Et cette année, il y en aura du 4 mai au 16 juin. Elles seront disponibles, oui, en direct, mais aussi en rattrapage par la suite. À Montréal, Elliot Tremblay pour Nouveau Info. Comparution d'un homme à Trois-Rivières. C'est en lien avec le meurtre de son colocataire âgé de 73 ans. Les détails au retour. Allons faire un tour en Mauricie. Frédéric, il faut parler de cet homme accusé d'avoir tué son colocataire de 73 ans. Bien, il a comparé aujourd'hui. Pascal Gagné était de retour en cour aujourd'hui pour faire le point sur son dossier. Il est accusé de meurtre au 2e degré, en fait à l'endroit de Pierre Thibault, avec qui il demeurait en appartement. L'accusé a comparu ce matin vers 11h par visioconférence devant le juge Simon Richard. L'homme de 45 ans va devoir rester détenu pour la suite des procédures judiciaires comme c'est prévu là au Code criminel. Le dossier est actuellement à l'étape de la divulgation de la preuve. Je vous rappelle que le corps inanimé du septuagénaire a été retrouvé le vendredi dernier dans un appartement par la police de Trois-Rivières. Les policiers s'étaient rendus au logement sur la rue Hertel pour vérifier l'état de santé de l'homme. Lors de la comparution d'aujourd'hui, la poursuite a aussi demandé l'émission d'une ordonnance interdisant à Pascal Gagné de communiquer, entre autres, avec les membres de la famille de la victime. Le poursuivant a présenté au tribunal le fait que la divulgation de la preuve était toujours en cours. Évidemment, comme c'est un événement qui est récent, les éléments de preuve sont enquêtés, sont colligés et sont divulgués à l'accusé, ce qui est notre obligation. Donc, à ce stade-ci, il demeure détenu pour la suite des procédures. Et la prochaine étape sera de savoir s'il veut, oui ou non, une enquête préliminaire avant son procès devant jury.
Pascal Gagné sera de retour devant la juge le 17 juillet prochain. Il devra faire face au chef d'accusation de meurtre au 2e degré. Et évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre dès son retour en cours. Merci beaucoup. On va aller faire un tour en Estrie. Maintenant, Alexandra, l'Université de Sherbrooke a tenu une cérémonie pour reconnaître qu'elle se trouve sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki. Tout à fait, Marie-Christine. Alors, une touchante cérémonie qui se déroulait aujourd'hui en cette journée de la robe rouge, journée donc nationale de sensibilisation pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles qui ont été assassinées ou portées disparues. Alors, l'université, par cette cérémonie, voulait démontrer son engagement à donner une place, en fait, à ces premiers peuples. On a d'ailleurs symboliquement hissé un drapeau de la nation Wabanaki à même le campus principal. Voici la signification de ce drapeau. Glided through the water like the sturgeon. In our traditions, we never had a flag. And as I was saying, we never actually landed somewhere and stuck a flag in the ground and said, this is our territory. We didn't have flags, but we did have symbols. So we might have stood carvings in a tree. We might have left things behind for when other people came through, they would know whose land or whose territory it was beyond. So this is what we tried to integrate into this flag, with the sturgeon, with the lynx, with the sweetgrass. Alors, on a vu tous ces dignitaires qui étaient sur place. Donc, l'université mentionne que de plus en plus d'étudiants autochtones donc fréquentent l'université de Sherbrooke, choisissent cette université pour faire vraiment des études supérieures. Alors, c'est super encourageant, une journée très touchante à l'université. Merci beaucoup, Alexandra. Une jeune Atikamekw aurait été sauvagement agressée vendredi dans un stationnement souterrain du centre-ville de Trois-Rivières. Des enquêteurs spécialisés en crimes sexuels chargés du dossier sont en attente d'analyse médicale. La victime se trouve dans un état sérieux à l'hôpital. Elle pourrait avoir été droguée à son insu. Au moins un individu serait dans la mire des policiers. 2 membres d'équipage malades à bord du bateau de croisière aux prises avec une éclosion de hantavirus vont bientôt être évacués aux Pays-Bas. Le navire, bloqué depuis dimanche au large du Cap-Vert, pourrait ainsi reprendre sa route. Un couple néerlandais et une Allemande sont morts à bord du MV Honduras. L'Organisation mondiale de la santé soupçonne une rare transmission humaine. L'incubation peut varier entre 1 et 6 semaines. L'OMS suppose donc que le contact par l'inhalation de particules provenant des excréments de rongeurs est survenu avant la croisière. We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. So, again, our assumption is that has happened, and that's why we are operating and working with the ship to make sure that anyone who is symptomatic, anyone caring for patients is wearing full personal protective equipment. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. L'ancienne juge Louise Arbour, nommée gouverneure générale du Canada, le commentaire de Yves Boisvert. Réunis à Montréal, les maires des grandes villes se disent prêts à travailler avec les administrations Fréchette et Carney. Et la victoire de Montréal tentera de rebondir après sa défaite face aux Frost du Minnesota. On en parle avec les gars du CKC. Mais d'abord, il faut se méfier de ceux qui prétendent pouvoir guérir, peu importe le problème de santé. Le Collège des médecins vient de déposer des accusations contre un présumé récidiviste en matière de pratiques illégales. Il s'appelle Richer Foisy, un naturopathe aussi disciple de la mission de l'Esprit Saint. En 2019, il avait reconnu sa culpabilité à 9 chefs d'accusation de pratiques illégales de la médecine. Nouveau Info a été mis sur sa piste il y a plus de 6 mois par des proches d'une patiente de Richer Foisy. Elle a tout misé ses jetons sur lui, puis elle a attendu 1 an avant de se faire opérer. Audrey a vu sa collègue atteinte d'un cancer boire les paroles de Richer Foisy, un naturopathe reconnu coupable en 2019 de pratiques illégales de la médecine. Nous avons reçu plusieurs témoignages par courriel qui corroborent celui d'Audrey. Pour Richer Foisy, le jus de betterave biologique, c'était une chimiothérapie naturelle. Donc, ça remplaçait celle de la médecine traditionnelle puis qui ferait rapetisser sa masse de façon significative. Fait que là, quand son oncologue il a dit qu'elle avait des métastases un peu partout, dont au cerveau, il a fallu qu'elle fasse venir des huiles essentielles d'Europe. Pourquoi c'est important pour toi d'alerter le Collège des médecins? Parce que c'est un homme dangereux.
À la suite de sa plainte, le Collège des médecins a envoyé un inspecteur anonyme comme patient au cabinet de Foisy pour recueillir de la preuve. Nouveau Info a aussi mené sa propre enquête en caméra cachée en novembre dernier. Au plaisir de vous voir aujourd'hui. Notre patiente mystère a obtenu un rendez-vous à la clinique médicale thérapeutique Phoenix par le biais de sa page Facebook. Je me présente aujourd'hui. Mon nom est Richer Foisy, spécialiste depuis 25 ans en holistique MTC. Elle prétend avoir une masse au sein. Un polype, un nodule, un kyste, un tumeur, peu importe, une masse. J'en ai réglé beaucoup dans ma vie. J'en ai réglé 3 500 000 personnes. Richer Foisy est membre de la Mission de l'Esprit Saint, une religion qui encourage les adeptes à se tourner vers des traitements naturels aux dépens de la médecine conventionnelle. Mais la chimio et la radiothérapie, c'est des hommes. Tout le temps. Toutes les radiographies, toutes les AFI que tu peux avoir, ton système hormonal, il se scrape. Foisy propose ses propres produits. Moi, j'en fabrique la boîte. Pour femmes. Elle n'a pas vendu ses tablettes, ses maisons. Faut l'essayer. Celui qui se décrit comme coach santé, thérapeute holistique, travailleur bioénergétique, se dit aussi naturopathe. En 2019, il a plaidé coupable à 9 des 17 chefs d'accusation de pratiques illégales de la médecine qui pesaient contre lui. Richer Foisy prend soin de répéter qu'il n'est pas médecin, mais laisse sous-entendre qu'il peut guérir. Et comme je ne suis pas médecin, je ne m'arroge pas le droit de faire un arrêt médical, de faire une prescription, de faire un diagnostic. Mais ça fait 30 ans que je fais cette médecine biologique. Il suggère à notre collègue de modifier son alimentation en évitant le sucre et les perturbateurs endocriniens pour faire réduire sa masse. De sucre, le mot sucre ne rentre pas ici dans cette pièce-là. Ici, c'est non. C'est la pire drogue de l'humanité. Tant que tu as des bobos puis tu sens des douleurs, c'est mieux de ne pas faire de relations sexuelles ici. Pourquoi? Parce que tu dérègles ton système hormonal. L'homme vêtu d'un uniforme d'infirmier demande un paiement de 120 $ en argent comptant. Il émet un reçu de massothérapie et propose une future séance d'hypnose. C'est une belle thérapie médico-cognitivo-comportementale. Nous n'y retournerons pas. L'enquête du Collège des médecins sur Foisy vient d'aboutir avec le dépôt de 7 chefs d'accusation parce qu'il aurait laissé croire qu'il peut exercer des activités réservées aux médecins, poser un diagnostic, déterminer un traitement et prescrire une substance. Il risque une amende de 64 000 $. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Foisy. Oui, moi-même. Richer Foisy a refusé notre demande formelle d'entrevue. Joint par téléphone, il réagit aux accusations du Collège des médecins. Le collège médical, c'est ce qu'il y a de plus sale en ce monde. Tout reste propre à comparer d'eux. Tout reste propre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis un naturopathe, madame. Je suis un naturopathe. Je tue pas les gens, je les garde en vie. On empêche les gens de mourir. Mais comment vous empêchez les gens de mourir, c'est la question? Mon Dieu, madame. Les complexes, les complets, les caplets pharmaceutiques, d'accord? Les caplets pharmaceutiques, contrairement aux plantes naturelles, il y a une différence de ciel et terre. Mais précisément, vous avez fait des études où et en quoi? En Suisse, madame, en où? Suisse. Est-ce que je peux savoir où? On va vérifier, tout simplement. Non. OK. Ça. Donc, vous n'êtes pas infirmier? Non. C'est infirmier auxiliaire. OK. Mais je pratique pas, là. Vous n'avez jamais pratiqué? Comme infirmier? Non. Mettons non. Richer Foisy nie pratiquer la médecine, mais les apparences et les promesses peuvent suffire à enfreindre la loi. Mais qu'est-ce que vous pensez de la chimiothérapie puis des radios? Madame, moi, c'est vivre et laisser vivre. Avec toute la connaissance que j'ai, un médecin peut aller se rhabiller, comprenez-vous? La seule chose que je fais et que le collège médical n'aime pas, c'est que je remets des remèdes naturels aux gens pour leur bien-être. Monsieur Foisy, qu'est-ce qu'il y a dans vos remèdes maison? C'est quoi vos produits que vous proposez à vos patients? Allô? Je trouve que j'en dis trop. Je vous pose la question une dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a dans vos produits maison que vous vendez à vos patients? Je suis pas obligé, je suis pas dans l'obligation, je suis pas en cours. Merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une bien bonne journée. Au revoir. Salut Yves. Salut Marie-Christine.
Pas facile quand même, l'encadrement des médecines alternatives. Le problème, selon le Collège des médecins, Yves, c'est que les amendes sont pas assez sévères. En tout cas, c'est un des problèmes. Là. C'est un des problèmes, mais tu sais, ça fait longtemps que ça existe, ce genre de personnes, de guérisseurs, qui prétendent avoir des effets que la médecine traditionnelle n'est pas capable d'obtenir. Et sans parler de ce cas-là précis, tu sais, quelqu'un qui reçoit un diagnostic d'une maladie incurable et qui se fait dire par la médecine, on n'a rien pour vous guérir, ben, c'est sûr que ça rend cette personne-là vulnérable à toutes sortes de thérapies alternatives. Et il y en a qui en profitent. Mm-hmm. Et parfois, ça coûte très cher. Encore là, ce cas-là, je le commente pas. Mais on sait que ça arrive très souvent. Et des gens, parfois, se ruinent et parfois aggravent leur cas. Oui. C'est à ça qu'il faudrait s'éduquer aussi, de dire... Il faut faire attention avec les gens qui prétendent guérir de façon miraculeuse. Et le Collège des médecins ne peut pas être derrière chaque petite annonce de naturopathe ou de prétendu guérisseur. Mais c'est un peu tragique. C'est un peu tragique de voir ce genre d'événement-là. Oui, il y a quand même pas mal de plaintes chaque année au Collège des médecins. Yves, on me disait qu'il y a à peu près, bon an, mal an, une vingtaine de personnes reconnues coupables de pratiques illégales de la médecine. D'ailleurs, je précise que pour une version longue de ce reportage, avec d'ailleurs une entrevue avec le président du Collège des médecins, vous pouvez aller sur Crave. Le reportage est disponible. Yves, je vais te parler de Louise Arbour aussi, qui est ancienne juge, on le sait, à la Cour suprême, mais qui devient la 31e gouverneur général du Canada. D'abord, explique-nous le rôle exact du gouverneur général. Bien, théoriquement, c'est le chef de l'État canadien. Le gouverneur général, c'est la personne qui sanctionne les lois. Et si tu lis la Constitution de 1867, le gouvernement, ce qu'on appelle, nous, le gouvernement ou le cabinet, c'est le gouverneur général en conseil. Donc, dans la vieille tradition britannique, le roi a un conseil et c'est son gouvernement. Avant la démocratie, disons, il a réuni un conseil qui est devenu le conseil des ministres. Il y avait ses ministres. Évidemment, maintenant, dans la tradition britannique, le roi n'a plus aucun pouvoir. Et même chose pour le gouverneur général. Alors, c'est symbolique, mais juridiquement, c'est nécessaire que le gouverneur général appose sa signature pour qu'une loi entre en vigueur. Pour le reste, c'est un symbole. Mais quel message a voulu envoyer Mark Carney en nommant Mme Arbour à ce poste-là? Écoute, c'est difficile de trouver une personnalité canadienne plus éminente, tu l'as dit, ancienne juge à la Cour suprême, procureur-chef au tribunal sur l'ex-guerre en Yougoslavie. Elle est allée accuser Milosevic en plein pendant la guerre des Balkans et elle a une réputation internationale, en particulier en matière de droit international. Alors, dans le contexte qu'on connaît, avec le conflit avec les États-Unis, avec la perte de crédibilité, ou disons, le fait que les États-Unis se désengagent des institutions internationales, je pense que le message de Mark Carney, c'est de dire, ben nous, on y croit encore. Et on nomme cette personne qui est respectée, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. C'est peut-être une des Canadiennes les plus connues dans le monde. Et donc, ben oui, bilingue, oui. Oui, ça, on a compris que ça devait être un critère pour le présent et le futur. Et donc, je pense qu'il veut simplement envoyer un message de sérieux et de respect de l'institution. Toute une feuille de route quand même. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Avec l'arrivée de Christine Fréchette à la tête du gouvernement, la relation semble en pleine transformation entre Québec et les maires des grandes villes de la province. Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs rassemblés aujourd'hui à Montréal. La question, est-ce qu'on va réussir à s'entendre sur des sujets comme l'itinérance et la crise du logement? Étienne Fortin-Gauthier. 70% du PIB du Québec, c'est les deux régions métropolitaines, Québec et Montréal. On doit être traité avec respect, avec dignité, mais aussi avec un réel souhait de partenariat. L'événement d'aujourd'hui regroupait des élus des villes du Grand Montréal. Exceptionnellement, le maire de Québec y a participé en insistant sur la nécessité d'avoir une métropole forte pour la santé économique de tout le Québec. Je nous souhaite un Québec qui réalise que ce qu'on ne réussit pas, bien, c'est l'État de New York qui le fait, c'est l'Ontario qui le fait, c'est les Maritimes qui le font.
Dans les dernières années, les maires des villes ont souvent été à couteau tiré avec le gouvernement Legault sur un tas de questions. On sent qu'il y a un apaisement ces temps-ci. C'est d'ailleurs le message que voulait porter la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je pense qu'il y a toujours eu de la dignité, mais là, il y a plus de respect mutuel, je dirais. Et là, la volonté de la première ministre, c'est que le Québec soit un réel partenaire. Puis il faut que dans chacune de nos prises de position, on parle de l'itinérance. Rapidement, les sujets de l'itinérance et de la crise du logement se sont invités dans les discussions entre les maires des 2 grandes villes du Québec. On a bien senti une exaspération sur le manque d'action au cours des dernières années. Pour une première fois en 8 ans, on a une première ministre qui a nommé le mot itinérance. Ça, c'est un gain. Il était temps. Bien, moi, j'ai demandé depuis des années que M. Legault nomme l'itinérance en face d'un cheval de bataille. Il nommait pas le mot. Ça m'a déçu, ça. M. Legault a fait d'autres choses, mais là-dessus, ça m'a déçu. Alors, de voir Mme Fréchette dire « j'en fais une priorité », c'est déjà quelque chose. Si on nomme pas, on peut pas travailler sur quelque chose qui n'existe pas. Mais pourquoi ça s'est pas amélioré, l'itinérance et la crise du logement après toutes ces années? C'est quoi votre vision? Puis vraiment, juste avec ouverture, je veux comprendre. Oui. C'est quoi? Est-ce que vous êtes déçu de voir que ça s'est empiré? Bien, c'est vrai que ça a empiré, pas parce qu'on l'a voulu, pas parce qu'on a été inactif, loin de là. Il y a quelques années, alors que je parcourais l'ensemble du Québec pour bâtir le plan de lutte à la pauvreté, on ne voyait pas la situation d'aujourd'hui. On a une capacité d'agir, et c'est là qu'il faut innover, il faut trouver des façons nouvelles de faire. C'est sûr que les politiques qui sont mises en place actuellement nous indiquent pas de porte de sortie pour l'instant. C'est qu'on prend l'argent qui était investi pour loger des gens à faible modeste revenu, puis on les redirige vers la classe moyenne qui a plus de capacité à se loger malgré tout. Là. Mais par contre, il y a certains sujets où visiblement, il y a encore des accrochages entre les maires des grandes villes et Québec. Et en matière de transport collectif, est-ce que vous sentez la même écoute des partis politiques à Québec? Oui, c'est une bonne question. J'ai hâte de voir. Je le sais pas. C'est pas normal que présentement l'Ontario investisse autant que ça et que nous, on n'investisse pas comme ça. Alors, j'espère que les partis politiques vont nous entendre. Investir dans le transport collectif, c'est soutenir l'économie du Québec. Il faut dire qu'il y a toujours une impasse dans les négociations entre Québec et Ottawa sur le financement des transports collectifs et du logement. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Louis-José Hood revient sur scène avec un nouveau spectacle qui rend hommage à sa mère. Les détails avec Alex Perron au retour. Salut Alex. Bonsoir Marie-Christine. Alors Louis-José Hood qui part en tournée. Oui, bonne nouvelle, nouveau spectacle de Louis-José Hood. Ça s'appelle « Et jusqu'à la fin, la beauté ». Alors c'est son 6e spectacle en carrière officiellement, mais 9e si on ajoute les 3 spectacles cachés qu'il a fait. Alors 7 ans qu'il a mis quand même à concocter ce nouveau spectacle-là. Naturellement, comme il nous a habitués, ce sera des vignettes très, très, très personnelles. Et d'ailleurs, dans un spectacle-là, il va parler de... Je ris, c'est pas drôle. Ah, mais je le trouve hilarant. Il est toujours excellent et il va profiter de ce spectacle-là pour parler de son rôle de proche aidant avec sa mère qui était atteinte de la maladie de l'Alzheimer. Donc, il y a encore quelques rodages cet été, mais officiellement, au mois d'octobre, la tournée commence. Il y a déjà, vous vous en doutez, beaucoup de dates au calendrier. Vous pouvez aller voir sur le louisjoséhood.com parce que déjà, les billets sont en vente. Ça promet être un bon spectacle. Maintenant, parle-moi du spectacle en hommage au parcours des Bee Gees qui s'installe au Saint-Denis. Exactement. Alors, on avait eu ABBA Célébration et bien maintenant, après ce succès, on ajoute Bee Gees Célébration. Donc, ça va s'installer du 25 novembre au 15 décembre prochain à l'Espace Saint-Denis. Toujours en version spectacle ou en version souper-spectacle. Alors, on va couvrir l'immense carrière des 3 frères Gibbs. Ça commence dans les années 60 en Angleterre. Ensuite, toute la période des années 70, disco, bien sûr, aux États-Unis. Et il y aura une petite incursion aussi parce qu'ils sont venus ici à Montréal dans l'emblématique studio Morin Knights pour faire un album. Donc, tout ça sera présenté dans ce spectacle-là. Et déjà, on peut acheter les billets. Vous allez sur l'espace-saint-denis.com. On ne sait pas encore, on n'a pas annoncé qui sera les 3 voix, mais j'ose croire que ce seront des garçons qui pourront chanter très haut parce que les Bee Gees, c'était très haut. C'était le gala du Met hier soir. Et Alex, on est toujours dans l'extravagance. Oui, exactement. C'est le gala où vraiment toutes les célébrités se donnent dans leur habillement. Cette année, le thème, c'était la fashion art. Alors, celle
celle qu'on voit, c'est Heidi Klum. Heidi, hein, à chaque année, même quand c'est l'Halloween, elle se donne beaucoup. Alors, cette année, elle était en statue. C'était vraiment incroyable. Ce qu'on voit, c'est Madonna. Elle s'est inspirée de Leonora Carrington, une grande artiste peintre. Et elle a donc représenté exactement la tentation de Saint-Anthony. Et celui qu'on a vu, c'est Michael B. Jordan, qui, lui, avait décidé de se mettre en statue grecque. Et tu sais que c'est pas n'importe qui qui s'en va au Met. Tu sais combien ça coûte pour un ticket? Non, vas-y. Essaye donc. Ben, je sais pas, 10 000. 100 000. Ah, au 100 000? Oui, alors toi et moi, il y a peu de chances qu'on y aille l'année prochaine. À moins que quelqu'un nous invite, ça pourrait être le fun. Vraiment? Mais je me demande, toi, tu serais game, toi, d'y aller avec l'extravagance? Oui, mais il faudrait que je me trouve un bon costume. Oui, mais il faudrait d'abord trouver 100 000 Oui, OK, bye. À demain. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, le Canadien s'est entraîné à Tampa en matinée avant de prendre la direction, bien sûr, de Buffalo. Exactement, parce qu'hier, les joueurs du Canadien ont bénéficié d'une journée de congé sous le soleil du côté de Tampa. Mais là, aujourd'hui, c'était le retour à l'entraînement. Martin Saint-Louis en a profité pour reformer notamment son premier trio. Caulfield, Suzuki et Slafkowski étaient ensemble. Ça veut dire ce que ça veut dire, parce qu'on s'entend que Martin Saint-Louis pourrait très bien changer cela lors du premier match. Mais quand même, le premier trio devra performer 2 points seulement à 5 contre 5 face au Lightning. Alors, si le Canadien veut gagner face au Sabre, on doit pouvoir compter sur la production offensive du premier trio. Le premier match, donc, c'est demain. Et après la belle victoire chargée d'émotions à 7 matchs face au Lightning, le grand défi, Martin Saint-Louis en a parlé, c'est de relancer la machine pour réussir à retrouver un bon niveau d'intensité dès le départ face au Sabre de Buffalo. On peut écouter l'entraîneur du Canadien à cet effet. C'est de recommencer. C'est beau, on a gagné, on a eu un bon high émotionnellement. Puis là, c'est de remettre ça... de remettre ça de niveau, puis aller rebâtir ça là, pour aller chercher ce high-là. Puis ça commence aujourd'hui. Il faut aller rechercher le high, c'est important. Oui, exactement. L'intensité. Les restaurateurs aussi qui n'hésitent pas à modifier leur menu en vue de la série Montréal-Buffalo. Écoute, fallait s'y attendre parce qu'il y a les ailes de poulet Buffalo, le Renzo sandwich également. Vous allez voir sur les images, il y a un sandwich poulet Buffalo. Ben, ce monsieur-là, avec le chandail de Nick Suzuki, là, va tout simplement biffer le mot Buffalo pour offrir un sandwich... Au poulet. Au poulet, tout court. Le sandwich du jour. Tout court. Voilà, exactement. Le Cunningham Pub, maintenant. Il n'y a plus de poutine Buffalo. Non, il n'y a plus de rap Buffalo. Il n'y a plus rien Buffalo dans ce restaurant-là. C'est une bonne affaire, ça. Et on va te montrer également cette image qui représente bien Montréal, mais maintenant, version séries éliminatoires. Bien, un cône comme la Coupe Stanley. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Peut-être qu'on va la soulever ou on va le soulever, ce cône-là, en juin prochain. Maintenant, toujours hockey, le club école du CH qui va tenter d'éviter l'élimination et la victoire de remporter un premier match dans sa série. Alors, on va commencer avec le Rocket, effectivement. Donc, c'est un match qui est présenté ce soir face aux Marlies, le club école des Maple Leafs de Toronto. Ça se passe du côté de Toronto. On va tenter de forcer la présentation d'un match ultime. La bonne nouvelle, cependant, pour le Rocket, c'est que le défenseur Adam Engstrom a été cédé par le Canadien de Montréal lundi au club école, donc va venir donner un coup de main en défensive. Et la victoire de Montréal qui va tenter de remporter donc ce premier match contre le Frost du Minnesota. Défaite crève-cœur en fin de semaine, malgré un tour du chapeau d'une joueuse clé, Laura Stacey. Une défaite en prolongation, donc la victoire qui va tenter de créer l'égalité contre les doubles championnes de la Coupe Walter dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Merci beaucoup, les gars. À demain. À demain. À demain. C'est la première fois en genre 7 ans que ça nous arrive. Fait qu'on est complètement décrissés, on va dire ça de même. Un voleur a fait une razzia à l'entrepôt de la compagnie québécoise Pop Underwear. L'individu a dérobé pour 15 000 $ de sous-vêtements. Ça s'est passé dimanche matin sur la rue Chabanel à Montréal. Les 80 colis de petites culottes étaient destinés à la livraison. Vol qui est d'autant plus surprenant que l'entrepôt est sécurisé. Les copropriétaires de l'entreprise appellent à la vigilance au cas où les marchandises soient écoulées sur Marketplace. Voleur culotté?
Ce soir, et des gens déculottés. Oui, bon. Ce soir, Michel, sera question du redécoupage de la carte électorale. Je rappelle qu'en 2024, le gouvernement Legault, appuyé de tous les partis, avait tenté d'interrompre le redécoupage électoral qui avait été proposé parce qu'il faisait disparaître 2 circonscriptions, une à Montréal, une en Gaspésie, au profit de 2 autres régions. Mais là, la semaine dernière, cette interruption-là a été considérée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Là, on a le gouvernement Fréchette qui veut présenter un projet de loi pour protéger, entre autres, les régions sans bloquer le processus. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il pourrait ajouter 2 circonscriptions au total. Donc, on tomberait à 127 députés. On vous demande, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ajout de 2 circonscriptions au Québec? On en débat à 22h30. Merci, Michel. Bye-bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.